Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vous ai convié ce matin à cet exercice. Ça me fait d'abord plaisir de vous retrouver. Parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu cet exercice pour te retrouver. C'est toujours avec plaisir que je retrouve les journalistes. Je vous ai convié ce matin pour parler d'un cas. Un cas pour lequel je suis conseil. Un cas dont on parle. C'est la mort de la fille de Yadema. Simone, Yvonne, voilà. Yvonne Yassimbe, épouse, voilà. Autrement dit, la mort de la sœur de Faure Yassimbe, chef d'État. Actuellement, il n'y a pas chef d'État, mais c'est la mort de l'ancien chef d'État, Faure Yassimbe, de sa sœur. C'est la mort de la sœur de Bacha Yassimbe, qui est en prison actuellement. Donc vous voyez, c'est un dossier sensible. Et pourquoi je vous convie? C'est parce que sur le conseil de M. Wala Azumaro et Sohanam Charles, qui est l'époux de Yvonne Yassimbe. Donc, Charles Wala a épousé la fille de Yadema, celle qui est pharmacienne et qui fait des produits pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là qui est décédée il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'était passé? Monsieur Wala revient à la maison en 22h, 23h. Pour des raisons, je ne peux pas vous dire, je saurais vous dire directement parce que, disons, sa maison étant invivable, il n'est pas possible d'avoir beaucoup d'intimité dans sa maison. Alors il reste très longtemps au bureau. Il revient très tard le soir. Quand il est revenu, lui-même étant cardiaque, il faut le dire, il est très cardiaque. Et actuellement, il doit se faire évacuer pour suivre une intervention dans un hôpital spécialisé et adéquat, que nous n'avons pas au Togo. Monsieur Wala Charles était revenu très tard le soir et souffrant, ayant une crise lui-même, il est allé se reposer dans sa chambre avant de sortir. Au bout d'une demi-heure de repos, quand il est sorti, il a demandé d'après sa femme. Et on lui a dit que depuis environ 17h et quelques, elle est dans sa chambre et qu'elle ne sortait pas. Alors, il a essayé de voir ce qui se passait. La porte était fermée de l'intérieur. Alors il a dû forcer la porte. Et il voit son épouse par terre. Pratiquement nue. Alors, rapidement, il appelle un médecin. Le professeur Pio. Non, le professeur, c'est pas Pio. Non, c'est Pio. Le cardiologue. Il a appelé son médecin qui ne venait pas.
c'est le médecin de la famille. Il a appelé à plusieurs reprises, c'était la nuit. Il faut faire remarquer que c'était après 23 heures. C'est normal que le médecin dorme. C'est normal. Il a dû fermer son téléphone. Ça sonnait, mais il ne répondait pas. Comme moi aussi, ça ne se passe chez moi. Quand ça sonne la nuit, c'est sous silencieux. Donc il a appelé un autre médecin. Malheureusement, ça ne sonnait pas du tout. Je crois que ça c'est le professeur Gama. Il a appelé, ça ne sonnait pas. Je vous dis, c'est la nuit. Alors il a appelé une dame, Madame Bilaki, qui est, en disant en passant, qui est la conseillère spirituelle de Yvonne Kassimé, et qui a été la marraine du mariage d'Yvonne et de Charles Walla. Donc c'est une dame qui n'est pas loin de là où était le couple. Et quand on l'a appelé, on lui a dit, Charles lui a dit ce qui se passait, que sa femme avait une crise, qu'elle vienne l'aider à l'évacuer, qu'on aille au tribunal, qu'on aille à l'hôpital. Comme on lui a dit que sa filleule avait une crise, elle a appelé, avant d'arriver, un médecin. Le médecin, le docteur Koudon. Avant d'arriver. Donc le docteur est arrivé. Le docteur qu'on a appelé est arrivé. Et on a commencé à habiller. En temps, on a commencé à habiller la dame. Elle était presque nue, comme je vous disais. Il faut remarquer qu'elle est un peu en chair, elle est grosse. Elle pèse plus de 100 kilos. Alors, pour l'habiller, c'est pas facile. Donc, on a commencé à l'habiller. Et comme la dame Bilaki est la conseillère spirituelle de Yvonne Kassimé, elle a commencé à prier pour elle. Pendant qu'on préparait pour aller pour l'amener à l'hôpital. Elle a commencé à prier. Et jusqu'à ce que le médecin vienne. Quand le médecin est arrivé, le médecin a dit qu'il faut l'amener de toute urgence dans une clinique ou à l'hôpital. C'est là où on l'a amené dans la clinique du docteur Koudon. Arrivé, le médecin, c'est le docteur Koudon, celui qui était de garde, a constaté qu'elle était en train de faire un AVC, ou bien elle faisait un AVC. Qu'il fallait l'amener faire un scanner. On est allé faire le scanner et l'AVC a été confirmé. On a commencé à le soigner. Ça fait le 23 mars, non, 23 février. Ça fait 23 février 2023. Et là, immédiatement, il a appelé la mère d'Yvonne pour lui dire d'informer la sœur d'Yvonne, qui est Kassimé Naka, qui est la sœur d'Yvonne Naka. Il l'a informé
de dire qu'ils sont dans telle clinique, qu'on puisse venir là-bas. D'informer, de dire à la sœur Yvonne, d'informer les autres membres de la famille. En tout cas, on était le 23. Après le scanner, on a dit d'aller faire IRM. On est allé faire l'IRM aussi, qui est plus pointu que le scanner. Et ça a été confirmé qu'elle souffrait de AVC. Et qu'il fallait l'évacuer de toute urgence après le résultat de l'IRM. Les médecins qui étaient là, le docteur Kodom, le professeur Bello et un médecin irlandais qui s'appelle docteur Simons. Les trois étant là, on avait appelé une autre sœur de Yvonne, c'est pas Naka, c'est Némé. Et au téléphone, elle était au téléphone, au moment où les médecins disaient, les trois médecins disaient qu'il fallait nécessairement évacuer Yvonne. Compte tenu des résultats qu'ils ont, il fallait l'évacuer. Il fallait demander un avion médicalisé. Vous savez à qui on peut demander? À Fonya Simé. C'est Naka. Pardon? C'est Naka. Pardon? C'est Naka. C'est Naka. Bon, c'est pas grave. Il fallait un avion médicalisé. Un avion médicalisé, il fallait informer le chef d'État. Donc immédiatement, il fallait que Naka puisse appeler Fonya Simé pour l'informer de la situation et pour qu'on puisse, de toute urgence, évacuer Yvonne Nassimé. Ça n'a pas été fait. On n'a pas informé Fonya Nassimé. C'est le lendemain que Charles Ouala a voulu savoir si on a informé Fonya Nassimé, parce qu'immédiatement, lui, il a commencé à faire les formalités, à lui prêter le passeport, à faire voir ce qu'on peut faire pour l'évacuer. Au lendemain, on a touché Naka, qui dit qu'elle n'a pas encore informé le chef de l'État, qu'elle est en train d'aller à un séminaire à Dapango, et qu'elle a informé le chef de l'État après, quand elle aura fini son séminaire. Donc, Charles Ouala lui-même a appelé comment il s'appelle, ceux qui sont autour du chef d'État, son téléphone. Et qui dit, non, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas du tout au courant que Yvonne a fait une crise et qu'elle est en clinique et qu'on doit l'évacuer. Ils ne sont pas au courant, mais qui va immédiatement en informer le chef de l'État. Ça s'est passé comme ça s'en est le 24. Donc, quand les filles de la mère de Yvonne est allée à l'hôpital, sa fille est allée à l'hôpital, à la clinique, du docteur Koudon. Et quand elles sont arrivées, elles ont demandé qu'on évacue
leurs sœurs n'ont pas vers la France, vers mais au CHU. Donc, la femme qui était malade, qui était pratiquement souffrante, très souffrante, on l'a sortie de la clinique du docteur Cognon pour l'amener au CHU. Ce qui ne devait pas se faire. On l'a amené, et le 26, coup de théâtre, le SCRIC vient interpeller Charles Wala, qui était au chevet de sa femme. Qui était au chevet de sa femme. Sa femme qui luttait contre la vie et la mort. On l'a interpellé, on l'a amené au SCRIC. Et à ce jour, Charles Wala n'a plus jamais vu sa femme. Quand on l'a interpellé, vous êtes tous des humains, qu'est-ce qui peut se passer? Une femme qui lutte entre la vie et la mort, dont le mari était à son chevet pour la calmer, la soigner, et on amène devant elle son mari. On l'interpelle. Et on sait très bien que c'est la gendarmerie qui vient de l'interpeller. Et le gars ne revient plus. Ça fait le 26. 2 jours après, la dame est décédée. Dites-moi, dans les circonstances là, moi je dirais qu'on a tué la dame. Je dis clairement, on a tué la dame. En amenant son mari. Vous savez le coup que d'abord une dame qui voit son mari, non, ça, regardez vous-même, pensez-y. Une dame qui est malade, qui voit son mari arrêté, enfermé, et n'est plus revenu, alors qu'elle luttait entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut se passer? Une crise. Une crise. C'est normal. La dame est morte 2 jours après. Pendant que le gars était interpellé. Le gars ne savait pas, son mari ne savait pas que son épouse venait de mourir. Pendant ce temps, on va chez lui. On l'amène chez lui. Pour aller faire l'inventaire des biens de la famille. Est-ce que vous comprenez? La dame qui luttait entre la vie et la mort, qu'on devait évacuer, qui n'a pas été fait. Le mari qui est interpellé et au SCRIC. Après, on l'a amené, bon, c'est le SCRIC, sa maison. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? La seule action que la famille a faite, parce que ce n'est pas Charles Wala qui a demandé qu'on fasse l'inventaire, c'est bien. On l'a amené, il ne savait pas où il allait. Il va chez lui, il s'aperçoit qu'on est en train de faire l'inventaire des biens de la maison. Des bijoux, de tout ce qu'il y a dans la maison. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Suivant quelles règles, suivant quels principes, suivant quelles lois. Les enfants, dès que la dame est morte, les sœurs se sont partagées les enfants. Parce que le couple avait 2 enfants, 2 garçons. Les 2 sont partagés les 2 enfants. Et donc, je ne sais pas
sur quel fondement on peut aller avec un huissier faire l'inventaire des biens du couple chez lui à la maison? Pourquoi? Faut qu'un inventaire, pourquoi? On est au Togo, on est en Afrique. On peut faire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe quand. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, lorsque la dame est décédée, on a dit que avant son décès, les sœurs ont dit que Chawala avait empoisonné son épouse avec du riz. À l'hôpital, il n'y a aucune trace de poison. Pire, mieux, je suis sûr que c'est un seul État qui a fait ordonner, parce que ça ne peut pas être une autre personne qui a fait ordonner l'autopsie de la dame après son décès, pour voir s'il y a des traces de poison. Vous savez ce qu'on appelle autopsie? Je ne sais pas. D'habitude, on ne pratique pas ça en Afrique. Chez nous, encore tout de suite. On ouvre le corps de la défunte de la personne. On ouvre, on prend ses viscères, son cœur, ses poumons, sa rate, son foie, tout ça. On sort tout ça. On analyse. Et après on analyse, on remet, on coupe. C'est ça l'autopsie. Donc il y a un médecin qui est venu d'Europe, de France. On n'a pas fait confiance au médecin togolais. Un médecin venu de France fait cette autopsie-là. À ce jour, nous n'avons pas, j'ai demandé, nous n'avons pas le rapport d'autopsie. En tout cas, les médecins ont bien dit, bien écrit qu'elle est morte non d'empoisonnement, qu'il n'y a pas de traces d'empoisonnement, mais qu'elle est morte d'AVC. Donc, dans un premier temps, on a enfermé Chawala pour cause d'empoisonnement de son épouse. Voilà le chef d'accusation, Massu, qui est sorti, qui a empoisonné sa femme. Donc, la sœur de Fognassime, donc la fille d'Yarima, qui l'a empoisonné. Évidemment, c'est bien, on est en Afrique, on est au Togo. Quand on dit qu'on a empoisonné la fille du chef d'État, la sœur du chef d'État, c'est vraiment pas de combat, c'est normal. D'où l'autopsie, tout cela. Mais quand l'autopsie s'est révélée négative, c'est pour ça qu'on l'a caché. Moi-même, avocat, je ne sais pas. C'est tout. Moi-même, l'avocat, je ne sais pas la cause du décès médical qui est dans le dossier. Je ne sais pas. Chawala ne sait pas non plus. Et, tenez-vous bien, comme on devait l'enfermer et le garder en prison, c'est au 13 mars, au moment où on a déposé en prison, on a déféré ses procureurs avant de déférer en prison. C'est au 13 mars 2024. Non, 2005. 13 mars 2005 que Chawala a appris que son épouse est décédée. C'est là. Son épouse décédée, on l'a quand même envoyé en prison. Pour quelle raison? Comme il n'y a plus d'empoisonnement, on dit non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que comme la conseillère spirituelle
était en train de prier avec tout le monde avant qu'on aille à l'hôpital. Charles Wala, au lieu d'emmener sa femme à l'hôpital, a préféré prier. C'est ce qu'on a donné comme raison. Mais en le temps où Charles Wala est arrivé à la maison, et en le temps où il a amené à l'hôpital, vers 2 heures du matin. 2 heures du matin. Le médecin est venu, le médecin l'a consulté, tout ça. 2 heures du matin, 2 heures, 3 heures. Ce qui est normal. Mais on dit qu'il a attendu. Il y en a qui ont dit, parce qu'on a attendu que le poison fasse son... Ceux qui n'ont pas su, mais au départ, c'est ce qu'on a dit. Qu'on a attendu que le poison fasse son effet. Comme ça, voilà, est sûr que son épouse allait décéder. Et c'est pour ça qu'il a attendu avant d'aller à l'hôpital. Et que c'est non-assistance. Il est en prison depuis le 13 mars 2023 pour non-assistance à personne en danger. Le procureur a saisi le juge d'instruction du 9e cabinet. Le juge d'instruction a fait l'instruction. Il a fait son travail en son temps. Il a mis un peu moins d'1 an ou environ 1 an avant de terminer. Il a terminé. Il a clôturé le dossier. Lorsqu'on clôture un dossier, la loi, le code de procédure pénale nous oblige à faire une certaine procédure, le code de procédure. Quelle est la procédure? Lorsqu'on termine, on clôture, on envoie d'abord, on dit, ordonnance de règlement. Ça va au parquet. Le parquet donne ses observations, son point de vue par rapport à ce que le juge d'instruction a écrit, a fait comme instruction. Après, ça revient au juge d'instruction, qui regarde ce qu'on a dit, et quand il finit, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi à une juridiction de jugement. L'ordonnance de renvoi va au parquet. Quand ça va au parquet, la loi dit, la loi dit de façon claire, il ne veut pas vous appuyer d'article. La loi dit que dès que l'ordonnance de renvoi arrive au parquet, le texte dit au procureur, quand ça arrive au procureur, au parquet, le procureur l'envoie sans attendre, l'envoie immédiatement au greffe de la juridiction de jugement. Ce qui a été fait, c'est arrivé au parquet, le parquetier qui l'a, je ne sais pas qui l'a, c'est le procureur ou ses substituts, ont envoyé le dossier au chef secrétaire du parquet. C'est lui qui programme les affaires en jugement. Quand il a déposé, on a déposé chez le chef du parquet, tenez-vous bien, le procureur de la République est allé chercher le document dans le bureau du chef secrétaire du parquet. Et l'a gardé à ce jour dans son bureau. Alors que la loi est claire. Lorsque le droit de renvoi arrive au parquet, le parquetier l'envoie directement, sans attendre, au greffe du jugement, la juridiction de jugement, pour que le greffe puisse l'envoyer en jugement. Je suis allé
voir où est le dossier, où en est le dossier. Je suis allé chez le chef secrétaire du parquet, le secrétaire du parquet. Le secrétaire du parquet m'a dit que le procureur de la République est venu chercher le dossier et qu'il n'a pas... Non. Le dossier est parti depuis juillet 2024. Ça fait plus d'1 an. Le dossier se trouve dans le bureau du procureur de la République. Je suis allé voir le procureur de la République. Je lui ai dit, mais on m'a dit que le dossier se trouve dans mon bureau. Il m'a dit oui. Il ne m'a pas dit non. Il m'a dit oui, le dossier est dans son bureau. Bon, il y a ce que je peux... Ce qu'on a dit, je ne vais pas vous le dire, parce que c'est les rapports personnels entre le procureur et moi. Mais ce que j'ai retenu, c'est que le dossier est un dossier signalé, ce qui est normal. Et qu'il fallait que j'aille voir le ministre de la Justice. Je suis allé voir le ministre de la Justice. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit à ce niveau-là qu'il fallait rencontrer le chef d'État. Mais et le procureur et le ministre, on s'est mis d'accord pour que ce dossier-là soit envoyé en jugement. Bon, comme c'est moi je suis homme d'État. Étant homme d'État, je ferai tout pour que ça ne fasse pas de vagues, pour que ça ne clabousse pas. Je saurai comment mener les choses. J'ai dit ça au procureur, j'ai dit ça au ministre. Que je vais tout faire pour que ça ne soit pas éclairé, ça ne s'éclabousse pas. Que nous n'en faites pas. On est 2 avocats, M. Betoubé et moi. Mais que nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que l'État n'ait pas de conséquences, de répercussions. On m'a dit, dans ce cas-là, on s'est mis d'accord pour que le dossier soit envoyé en jugement en juin. Au plus tard, fin juin 2025. Fin juin. Nous sommes en septembre 2025. Le dossier est toujours dans le bureau du procureur public. J'ai écrit au procureur. J'ai écrit à l'inspection, l'inspecteur des services pénitentiaires juridictionnels. J'ai écrit au procureur général pour lui dire ce qui se passe. Ça, c'est un aspect. Charles Ouala est gardé en prison depuis, je vous ai dit, mars 2023. Mars 2025, ça fait 2 ans. Septembre 2025, ça fait 2 ans et demi. Comme il est gardé depuis 12 mars, depuis 13 mars 2023, donc le 12 septembre 2025, ça fait 2 ans et demi. Oh! Il avait été écroué et il a été écroué pour quel chef d'accusation? Non-assistance à personne en danger. Dans le code pénal, non-assistance à personne en danger, le maximum de la peine, c'est 5 ans. Alors la loi dit, article 153, code procédure,
que lorsque un délinquant primaire, ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais été condamné, commet un acte répréhensif, et que s'il passe la moitié au moins de sa peine en prison, en détention, la loi dit on doit le relâcher de droit. Nous appelons ça liberté de droit. Là, que vous le veuillez ou non, quel que soit ce qui se passe vous êtes obligé de libérer la personne après la moitié de sa peine. La moitié de la peine étant expirant le 12 septembre 2025, nous, avocats de la défense, nous avons écrit au procureur de la République. Pourquoi au procureur? En principe, nous devons écrire au juge d'instruction, au juge de jugement, nécessairement. Mais comme le dossier est toujours chez le procureur, on ne peut plus écrire au juge d'instruction, il n'a plus concerné. On ne peut plus écrire au juge de jugement, on ne peut pas écrire au juge de jugement, il n'est pas encore saisi. Donc paradoxalement et illégalement, le dossier étant dans un des mains du procureur, c'est au procureur que nous avons écrit. Pour lui demander, pour lui dire que le délai de liberté de droit, le délai de liberté de droit expire le 12 septembre 2025. Et donc, il faut libérer Charles Ouala à ce jour-là, au moins le 13. Le 13, comme c'est un mardi, 14, c'est un week-end, 15, c'est un week-end, ça ne compte pas, non. 13, c'est un week-end. 14, c'est un week-end. 15, c'est lundi. Et on devait lundi libérer. Et parce que, tenez-vous bien, on a arrêté aussi la dame Bilaki. Celle qu'on a appelée pour aider à amener la dame, voilà, au tribunal, à la clinique. Vous savez combien ils ont été pour pouvoir la porter, pour l'amener? Il y avait Madame Bilaki, il y avait le médecin, il y avait la bonne, il y avait Charles Ouala, il y avait aussi, comme les ne suffisaient pas pour la porter, parce que son poids. Charles Ouala allait chercher le chauffeur ou le gardien, je ne sais plus. Donc c'est ensemble qu'ils ont amené la dame. Là-bas. C'est ensemble. Donc on a dit, cette dame-là, qui est la conseillère spirituelle de Madame, voilà, Yvonne, née Nyassibé. On l'a enfermée et déposée le même jour, le 13 mars. Elle est tuée en prison. Vous comprenez le Togo? Cette dame-là aussi est en prison depuis 2 ans et demi. Je suis aussi son avocat. Elle est en prison depuis 2 ans et demi. Elle devait être libérée comme voilà. Le 15 au plus tard, le 15 septembre 2025. Les deux n'ont pas été libérés. Nous allons faire 2 procédures. C'est pour ça que j'ai saisi la presse pour mettre devant vous ces faits rocambolesques. On constate qu'on est en train d'utiliser la justice à des fins personnelles. Quelles fins? Je vais vous dire.
Quelle fin? Et je vais poursuivre. On en veut au bien de la dame, voilà. Parce qu'on dit que comme elle est fille de chef d'État, c'est Charles voilà étant son mari, que son mari a profité de ses biens, donc il faut reprendre tous ses biens, tous les biens de la fille. Qui peut avoir les biens de la fille? C'est pas ses soeurs. Lorsque Madame Yvonne, voilà, est décédée, Feu Yvonne va être décédée, qui sont les héritiers? Voilà, et ses deux enfants. Pas ses sœurs. Personne d'autre dans la famille. Personne. Sauf pour voilà, s'il a prouvé que c'est lui qui a tué son épouse. Là, on ne peut pas hériter de quelqu'un qu'on a tué. Or, il est clair qu'il n'a pas tué son épouse. Donc, quels sont les héritiers? C'est Charles voilà, et les deux enfants. Un qui a 15 ans aujourd'hui, l'autre qui a 8 ans. Mais alors pourquoi je dis on se sert de la justice pour régler des problèmes personnels, des problèmes de gros sous? Un, lorsque Charles voilà était enfermé, on est venu faire la petite l'inventaire des biens qu'ils ont à la maison, notamment des bijoux de la dame. Un. Deuxièmement, on est en train de faire des actions illégales contre les biens des deux époux. Quels biens? Les terrains, vous savez ce que ça se passe. Il y a un terrain en face de Coris Bank qu'on vient de louer ou vendre, je ne sais pas. Je suis en train de faire cette procédure-là. Louer ou vendre à Coris Bank. Depuis que Charles Walla est en prison, on lui a demandé à lui-même de louer un endroit. Il dit non. Il dit non. Cet endroit-là, c'est pour nous deux, les deux époux, qu'il ne comptait pas les louer. Depuis qu'il est enfermé. Et Coris Bank est en train d'exploiter ce terrain qui est en face de sa banque comme un parking. Donc quelqu'un a loué le terrain appartenant au couple a supposé même que le terrain-là appartient à la dame. Les sœurs, non, ou personne dans la famille n'a habilité à faire quoi que ce soit sur ce terrain. Seul voilà. Et pourquoi on dit que les deux garçons, les enfants sont chez les sœurs? Les sœurs viennent de dire, avec la bouche, moi je n'ai pas le document. Il y a un conseil de famille dans la famille et que le conseil de famille a demandé que la famille a demandé que les deux sœurs s'occupent des deux enfants. Et qu'il y a eu une décision de justice. Moi, à ce jour, je n'ai pas vu. Je ne veux pas dire. Je n'ai pas vu. Mais alors, en poursuivant, il y a un terrain aussi à côté de la cour d'appel. Là, ça appartient à Walla en personne. On vient d'écrire dessus. On vient d'écrire ce terrain. D'aller contacter Maître Bamazé. Il y a un autre terrain à Missine-Tombé. Et quelqu'un est en train de s'approprier. L'affaire est au tribunal actuellement. Au tribunal de Séville. Là aussi, on a écrit dessus. S'adresser à Maître Bamazé. Il y a d'autres terrains. C'est le même sort. Ça veut dire qu'on veut le garder en prison. Et on l'a dit.
j'ai appris qu'on a dit qu'on va garder, voilà, en prison pendant au moins 7 ans. Madame, pourquoi? Pour vendre tous ses biens. Mais moi, je suis avocat. On ne peut pas vendre ses biens. Personne ne peut vendre ses biens. Sauf les enfants qui sont majeurs. Et voilà. Quand il sortira, c'est tout. Mais toutes les personnes qui ont vendu ou qui ont des vérités de s'approprier de ces terrains-là, feront sous blanc. Feront sous blanc. Nous allons nous attaquer à ça. Mieux, lorsque le délai de 2 ans et demi était en train d'arriver, et qu'on sait qu'on doit libérer nécessairement, ça voilà, on a inventé autre chose comme lui pour le maintenir en prison. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. On dit qu'il a couché avec son fils. Avec son fils. C'est ça qui est au tribunal actuellement. La nouvelle procédure qu'on a montée contre lui, c'est ça. Qu'il aurait couché avec son fils. Son fils qui avait 8 ans. Vous voyez? Un père qui couche avec son fils de 8 ans. C'est ce qu'on a inventé. Donc, inceste. Je dis, mais quand on est allé à la cour d'appel, moi, je dis, si quelqu'un peut penser, moi j'ai dit, j'ai entendu, j'ai appris que des hommes couchent avec leurs filles et éventuellement les mettent enceintes. J'ai appris ça. C'est pas normal, hein. C'est l'inceste comme nature. Ça, j'ai quand même entendu ça. J'ai entendu qu'un frère a couché avec sa soeur. Et que même le frère a fait des enfants à sa soeur. J'ai entendu ça. Ça peut arriver, c'est comme nature, mais ça arrive. Parce qu'on a déjà vu ça. Mais qu'on dise qu'un père a couché avec son fils de 8 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ça. Son fils. Mais on a fait les analyses. Pour ça, vous savez, quand un adulte couche avec un enfant, que ce soit pas fellation, anus, que ce soit une fille, pas devant, il y a des traces, nécessairement. Parce que le sexe d'un adulte, sauf cas exceptionnel, cas extraordinaire, lorsque la personne a des maladies, son sexe est tellement petit que c'est petit. Même ça, le sexe d'un adulte, dans le sexe d'un enfant, ou dans l'anus d'un enfant, ça laisse des traces irréversibles et indéfinies, perpétuelles. Oh, on a fait l'analyse des enfants. On a poussé l'outrecuidance à faire l'analyse des 2 enfants. L'enfant qui avait 8 ans, qui a maintenant 15 ans. L'enfant nourrisson, il y a 8 ans. 7 ans, 8 ans, il était nourrisson, il venait de naître. Maintenant, il a 7 ans. On a fait l'analyse aussi pour savoir
si le père a couché avec cet enfant-là, et aussi. Maintenant, on dit, quand c'est revenu négatif, c'est revenu négatif, hein, qu'il n'y a aucune trace. C'est eux qui a diligenté dans la liste. Il n'y a aucune trace sur les deux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on invente? Où est l'acharnement? L'acharnement, à quelle fin? Je ne comprends pas. Voilà nos justices. Et nos justices accompagnent ça. Nos justices accompagnent ça là. Moi, pour m'excuser, hein. Pour m'excuser. J'ai été professeur de droit pendant 40 ans. Je suis avocat pour voir ce que j'ai enseigné et voir comment on pratique et apporter ma pierre à l'éducation du droit au Togo. Je m'aperçois avec désespoir que le droit n'est pas appliqué au Togo du tout, à tous les niveaux. À tous les niveaux, le droit n'est pas appliqué du tout. Même la loi suprême, la Constitution, est violée. Toutes les lois sont violées. Là, le code pénal est violé. Le code de procédure pénale est violé. Par qui? Par ceux qui sont chargés de les pratiquer. C'est mon désespoir. Toute ma vie, je l'ai appliqué, je l'ai passé à essayer de dire le droit, de faire tout pour que notre pays soit un pays de droit. Mais à la fin de ma carrière, dans la deuxième partie, la fin de ma vie, je m'aperçois que mon pays, le Togo, est très loin de l'application du droit. Mon pays, le Togo, est l'un des rares pays africains où le droit n'est pas appliqué du tout, à tous les niveaux. Donc, Charles Wala, on dit que son fils, qui est chez Némé, a contracté l'hépatite C, que se contracte évidemment par un cercle sexuel. On a fait l'analyse. On nous a montré un document. Parce que la dame Némé Niassime, qui est la sœur d'Yvonne Niassime, la demi-sœur, elle a fait une plainte. Elle a déposé une plainte au procureur. Et tout ça pour conserver, voilà, qui allait sortir le 12 septembre, pour qu'il demeure en prison, pour qu'il ne sorte pas. Pour l'inceste. Et pour prouver l'inceste, on a produit une analyse de la clinique d'Otarafia, qui est, d'après ce qu'on dit, notre clinique de référence. Et qui dit que l'enfant a contracté le virus de l'hépatite C. Et qu'il fallait faire l'analyse d'hépatite C à Chawala pour savoir si lui aussi n'a pas l'hépatite C.
Donc si lui aussi a l'hépatite C, ce qui ne prouve rien du tout, mais si lui aussi a l'hépatite C, qu'on peut dire que c'est lui qui a contaminé son fils. Tenez-vous bien jusqu'on peut faire pour des biens de ce monde. J'ai demandé par des moyens qui me sont propres que la clinique de Tarafia me produise l'analyse qui, soi-disant, a été faite avant et qui est dans le dossier d'inceste. Je redis, tenez-vous bien. La clinique de Tarafia nous a communiqué les analyses des 2 enfants. Parce qu'on a fait avec les 2 enfants. Et il est ressorti, j'ai oublié de vous dire, les 2 documents sont avec moi. Je vais porter plainte pour faux. Parce que le clinique de Tarafia m'a communiqué 2 analyses. Et sur les 2 analyses, c'est clair, les 2 enfants n'ont pas l'hépatite C. Contrairement à l'analyse qui nous a été communiquée. Les 2 enfants n'ont pas l'hépatite C. Ça veut dire que le document qu'on nous a produit et qui a servi à garder Charles Wala en prison, que ce document est faux. Quand j'ai eu les 2 documents, vous voyez jusqu'où on a voulu y aller pour garder Charles Wala en prison. J'ai pris les 2 documents, je les ai analysés. Je vais vous dire, ce n'est pas, le premier document n'a pas été fait par Dr. Lafia. Je ne sais pas où ça a été fait. Je ne sais pas où ça a été fait. Parce que ce n'est pas le papier en tête de la clinique de Tarafia. C'est sur nos documents. Quand j'ai parcouru, je vais lire l'écriture de la machine de Dr. Tarafia, ni son papier en tête. Ça veut dire qu'on a fait un faux pour égarer la justice, pour maintenir Chawala en prison. Vous voyez comment on peut s'acharner contre nous. Pourquoi? Pour s'accaparer ses biens. Vous voyez? Nous allons faire d'autres procédures. À ce jour, le procureur n'a pas daigné sortir Chawala. Pour Chawala, lui on peut dire, comme la procédure d'inceste est toujours pendant devant le juge d'instruction, on peut ne pas le sortir. Mais la dame, la pauvre dame, qui est tuée en prison, pourquoi on la sortait pas? Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Même si elle a fait quelque chose, les 2 mois, 2 ans et demi sont passés. La loi oblige à la liberté de droit, quel que soit ce que vous avez fait. Mais alors, libérez-la, au moins. Et qu'on dise que comme Charles Wala a un dossier d'inceste dans le colonisateur, lui, on va le libérer. Nous sommes allés. Non, on a fait une demande de mise en liberté provisoire. La demande a été rejetée. On est allé en appel. À la cour d'appel, il a été ordonné d'aller faire l'analyse de Wala pour savoir s'il a l'hépatite C.
Maintenant, cette analyse n'a plus de raison d'être. Puisqu'il est clair que le document qui dit que l'enfant n'est pas lycée, ce document est faux. Le document produit par Némé Yassingbe est faux. Je le répète, ce document est un faux. Voilà pourquoi je vous ai appelé ce matin. C'est pour vous dire ce qui se passe dans notre pays, qui est inadmissible pour mettre sur la place publique ce qu'on a caché jusqu'à présent. Vous savez, je le dis, j'ai essayé, j'ai dit ça au procureur, j'ai dit ça au ministre, de tout faire pour camoufler ces choses-là. Pour que quand on va aller en justice, on va aller devant un jugement, qu'on puisse cacher beaucoup de choses pour que ça n'éclabousse pas. J'avais fait la promesse. Et au procureur, et au ministre. Je me suis rendu compte qu'on s'est moqué de moi. C'est pour ça que je m'insurge. On s'est moqué de moi. Parce qu'on m'a dit qu'au mois de juin, le dossier ira en jugement. Moi, j'ai cru parler. Je suis quelqu'un de crédible. Et je accepte les choses jusqu'à preuve du contraire. C'est quand on me fait la preuve du contraire, qu'on m'a trompé, que je me fâche. Je me fâche. C'est parce qu'au mois de juin, on m'a dit au mois de juin, on m'a enlevé le dossier en jugement. Comme ça n'a pas été fait. Et que je me dise à ce moment-là, comme je le dis avant, comment est-ce que, mettez-vous, des êtres humains, faits de chair et de sang, ont pu faire ce qu'on a fait à Charles Walla et pas ricocher à Dame Bilaki. Des êtres humains, faire de chair et de sang, faire ça à d'autres êtres humains, faire de chair et de sang, c'est inhumain. Surtout ce qui est inhumain, surtout c'est que un mari qui veille son épouse en crise, qui lutte entre la vie et la mort. Le mari est assis, il fait tout pour rassurer son épouse. On vient le capturer, je dis. On vient le capturer, l'amener d'abord à la gendarmerie, déposer jusqu'à ce que la dame meure et on l'a déposée en prison. C'est inhumain qu'on a pu faire ça à un être humain. C'est inhumain. Monsieur le journaliste, c'est inhumain. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.